on parle de la PMA comme un succès médical. Et si on regarde avec un regard un peu critique, c'est à la fois un magnifique succès par certains côtés, puis c'est avec un taux de réussite qui est relativement faible. Hein, indépendamment de toute disposition d'ouverture ou pas d'ouverture, y compris dans des couples hétéros actuels, etc. Et c'est une souffrance aussi. Et avec la souffrance que ça peut représenter, c'est quelque chose d'assez lourd. Bon. Donc, je dis ça parce que la recherche sur ces sujets, hein, avec un taux, entre guillemets, de réussite autour, tout compris, à peu près autour de 17%. Identique partout, à peu près, dans tous les pays. Oui, sur les grandes équipes, on retrouve ces chiffres. Bon, songez, est-ce qu'on aurait mis sur le marché une AMM avec un médicament ou un vaccin avec une couverture à 17%? Enfin bon, il y a de quoi s'interroger. Bon, et c'est quand même un magnifique succès. Il y a des enfants nés de la PMA et c'est merveilleux. Donc on aurait pu l'améliorer. Mais ça n'empêche pas qu'on s'interroge sur peut-être faire mieux, avec une pratique médicale sur laquelle on peut faire mieux. Et donc à partir de là, une des questions qu'il y a aussi, par exemple, parce que moi je me suis questionné, pourquoi il faut de la recherche sur l'embryon en 2020 ? Au nom de quoi, hein? Les scientifiques, ok, mais on peut suivre les scientifiques à certains moments, puis à certains moments, il est urgent de les arrêter. Bon. Enfin, de tenter, on va y venir à l'embryon, on va y venir. Mais j'en parle maintenant parce que voilà, ça illustre ensuite l'ensemble des questions. Et donc, une des questions posées, c'est d'essayer de comprendre, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à la fois dès les débuts de l'embryon et surtout dans son environnement, et pas l'embryon lui-même, pour essayer de comprendre, entre autres, ce qui pourrait être une optimisation de la PMA. Et alors, dans ce chapitre-là, en effet, sur certains diagnostics préimplantatoires, où on sait qu'il peut y avoir des taux de réussite de PMA qui sont faibles, hein, par exemple sur la recherche d'aneuploïdie, hein, c'est une des questions qui aurait pu se poser. Bon, elle avait été posée, elle avait été mise sur la table, le CCNE avait ouvert prudemment, hein, parce que c'est des sujets difficiles, parce que le test de diagnostic d'aneuploïdie n'est pas un bon test lui-même, et on est bien d'accord là-dessus, c'est-à-dire c'est pas définitif. Voilà, et finalement, la prise de position était de dire, eh bien, on n'ouvre pas. Pourquoi alors, Philippe Berta, alors, pourquoi vous n'avez pas donné cette chance aux femmes ? Enfin, vous avez attendez, moi j'ai présenté un amendement pour effectivement proposer... Pourquoi les députés, vous n'avez pas convaincu alors ? Non, j'ai absolument pas convaincu, mais ça c'est clair. Enfin, je n'ai pas convaincu, si, je crois. J'ai une bonne mémoire du vote, puisque c'était 51 contre, 33 pour. Donc j'ai manifestement quand même un petit peu... 33, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, mais ça prouve à quel point il y avait probablement un travail beaucoup plus important à faire en amont. Et c'est un petit peu ça qui me... Je le vois à travers mon groupe politique. Mais pourquoi ça a bloqué ? Qui est un groupe, je le rappelle, au départ, très démocrate chrétien. Quand on écoute M. Delfrécy, c'est une évidence quand même. Alors pourquoi ça a bloqué ? Ça a bloqué parce que vous avez eu d'abord parce qu'il faut le temps de l'explication, il faut un temps pédagogique. Tout le monde va participer. Voilà. Il faut un temps pédagogique qui est important. Et tout le monde doit participer. Alors, Madame Stoppa-Lyonnais, alors. Attendez, monsieur. Non, il faut un temps pédagogique et ce temps il est important. Moi, si j'ai réussi à convaincre dans mon groupe, c'est que ce temps pédagogique, je l'ai eu avec eux. Oui. Et très sincèrement, il y a eu quelques exceptions, mais la majorité m'a suivi une fois qu'on a pris le temps d'explication. Ce temps d'explication, dans la vie parlementaire, vous ne l'avez pas. Et la majorité des députés, bon, c'est toujours été comme ça, j'imagine, réagissent plutôt à des mots d'ordre. Et les mots d'ordre, bon, s'ils sont donnés par un tel ou par un tel... Donc le vote était libre chez la République En Marche. Alors moi, je ne suis pas République En Marche. C'est bien, non, mais vous dites l'Assemblée. La majorité avait un vote libre. Chaque député... Mais de toute façon, c'était effectivement une situation qui a été commune pour tous les députés. Oui. C'est que sur ce type de texte... texte sociétal un peu complexe, on avait chacun notre liberté de vote. Voilà, tout à fait. Madame Stoppa-Lyonnais, vous êtes plus réservée ? Non, mais je crois qu'il y a eu effectivement un amendement qui a été rapporté. Là, moi, je n'étais pas à l'Assemblée, mais j'ai lu le rapport via l'APM. Et ce que j'ai compris sur le fait... Donc, il y a eu un amendement contre la recherche d'aneuploïdie, c'est-à-dire d'anomalies chromosomiques, avec l'idée que la recherche d'aneuploïdie pourrait augmenter le taux de réussite du DPI, voire aussi de la FIV. Mais ce que je comprends quand j'écoute les professionnels, c'est que c'est pas tout à fait... Enfin, on est encore dans le temps de la recherche. Et donc, ce que le texte de loi permet à favoriser, finalement, la recherche sur l'embryon, en particulier sur les cellules les cellules embryonnaires. On passe d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration. Oui. Ça, c'est important. Mais ce que je voudrais dire, c'est que lors des débats, vous confirmerez, ce qui a été mis en avant, notamment par la ministre,
pour aller contre la notion de recherche d'aneuploïdie, c'est des problématiques éthiques. C'est une lutte contre l'eugénisme. Mais en même temps, aujourd'hui, on propose aux 800 000 femmes enceintes par an le dépistage de la trisomie 21. Donc c'est pas de l'eugénisme quand même là. Non, c'est pas de l'eugénisme tant qu'il y a un vrai choix des femmes, tant que la recherche sur la trisomie 21 en l'occurrence continue, que l'État en donne les moyens, et tant que la société accueille les enfants. Sinon, ça devient de l'eugénisme.